Bonsoir Salomon et bonsoir à tous, tous ceux qui nous regardent. Que vous soyez tous bénis. Merci. À vos côtés, le directeur de la communication de la Cameroun SA, l'apôtre Angela Mani, à qui je dis également bonsoir et bienvenue à ce programme. Bonsoir Salomon, bonsoir. Équipe de production, mise en onde et réalisation, monsieur Zéphirin Bonnier, du côté de coordination de ce programme, Dr Tchaba et Soba. Merci à tous et à toutes de votre fidélité à l'écoute donc de Cameroun en marche. Comme d'habitude, et en le courant de toutes les différentes émissions, nous nous sommes toujours basés sur quelques vidéos riches en inspiration et riches en enseignement pour pouvoir poser le fondement de nos programmes. Et ce soir encore, nous allons continuer dans cette disposition avec une vidéo tout à fait... Des multinationales. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent d'ailleurs. Dans l'histoire, aucun peuple n'a allé dans un autre pays développer ce pays-là. Donc aucun pays n'a quitté son pays pour aller dans un autre pays développé. Donc quand quelqu'un vient chez vous, c'est toujours pour des intérêts. C'est la raison pour laquelle, dans le temps de l'église, c'est eux qui dirigent notre économie. Ils mettent donc sur pied, ils imposent aux politiciens de mettre sur pied une politique qui va dans ce sens. Parce que si là, c'est souvent le pays tombe en faillite. Et ce n'est pas le fait de commenter sur Facebook, faire des pages qui vont faire en sorte que ça change. Si ces statistiques ne changent pas, rien ne va changer. Et ces personnes-là qui détiennent notre économie ont les intérêts qui sont contraires à l'intérêt général de la population. C'est la raison pour laquelle la politique ne permet pas d'améliorer nos conditions de vie. Je prends un autre exemple qui va peut-être vous choquer. Moi, dernièrement, j'ai consulté les statistiques d'un service qui s'appelle Orange Money. C'est un service qui est en train de faire fureur au Cameroun, qui est en train de déstabiliser même certaines entreprises locales. Et les statistiques sont effrayantes. C'est un service qui revendiquait en juin 2015 17,4 millions d'utilisateurs. C'est un service qui est présent dans 14 pays africains, notamment des pays d'Afrique subsaharienne. Au mois de juin 2016, ils ont fait un chiffre d'affaires de 655 milliards de francs CFA. Ça veut dire 1 milliard d'euros dans des pays pauvres et très endettés. Au cours de l'année 2015, leurs transactions financières dépassaient, c'était exactement 4 885 milliards. Moi, j'ai comparé ça avec le budget du Cameroun de 2016, qui était de 4 200 milliards d'euros. Donc, les transactions financières de Orange Money, ça dépassait le budget du Cameroun. Parce que quand on dit que c'est eux qui détiennent notre économie, on a l'impression qu'on raconte des bénis. C'est donc pour ça qu'il faudrait que nous sachions sur le plan économique pour pouvoir répondre à ça. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer la richesse et non faire l'économie du Bayam Salam. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie du Bayam Salam? C'est le fait qu'on vous dit que les banques qui investissent sur l'économie du pays. Quand je suis des choses comme ça me fait rigoler. Ça ne veut absolument rien dire, ils ne détiennent rien. Ils ne détiennent rien pourquoi? Parce qu'ils allaient aller dans un grand hôtel déjeuner quand même la décision, là ça fait de l'hôtel. Vous allez voir que la moquette est importée. Les tasses de lait sont importées, le lait est importé, les draps sont importés, les tables sont importées, les scieries sont importées. Tout est importé, les cheveux sont importés, même les cerveaux sont importés. Ça fait donc quoi? Ça fait que cette entreprise est en train de travailler pour donner des dividendes avec les pays qui produisent. Puisque dans les produits, il y a un peu de fruits. Alors, les révélations sont fracassantes les unes après les autres et elles nécessitent certainement des commentaires qui vont permettre aux uns aux autres de comprendre le cri de guerre que lance la Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun pour un éveil de conscience au niveau du Cameroun. Alors, on comprend tout de suite que l'économie du Cameroun repose en majorité sur les multinationales de puissance extérieure. Lorsqu'on dit que 85% par exemple des recettes fiscales du Cameroun proviennent des multinationales et 54% du PIB repose sur les capitaux étrangers. Docteur, on a l'impression que le Cameroun finalement appartient aux étrangers. Mais quand je le dis, c'est pas pour moi un mythe, c'est une réalité. Le Cameroun appartient aux étrangers. On ne doit pas avoir peur de le dire. On ne le dit pas peut-être parce qu'on ne le sait pas. Mais lorsqu'on le sait déjà, il faut le dire. Et n'est pas seulement le dire et s'arrêter là. Il faut agir. Agir veut dire quoi? Enseigner les Camerounais à investir. Parce que
c'est ce que les colons recherchaient auparavant. Amener les Africains, c'est pas seulement... Le problème n'est pas seulement camerounais, c'est un problème africain, surtout les Africains francophones qui ont été colonisés par la France. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Donc, là, le problème est d'autant plus grave. Les révélations fracassantes que ces garçons sont en train de donner, comment se fait-il que une seule compagnie brasse beaucoup d'argent plus que le capital, pardon, le budget d'un État. 4 885 milliards. Et après, ils ont eu plus. Ça, c'était, peut-être tu n'as pas besoin. C'est en 2015. Ils ont commencé par 655 milliards. Et après, ça a c'est grimpé. 885 Vous voyez, milliards. vous voyez. Tout à fait. Ce que ça fait. Ça fait froid au dos quand tu entends tout ça. Quand tu vois, par exemple, les trucs comme des brasseries, les trucs... Mais donc, c'est lui qui a le pouvoir dans un pays, un pouvoir réel, le pouvoir réel et économique. Tout à fait. On ne peut pas, parce que c'est eux qui manipulent les pouvoirs politiques. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la politique ne développe pas un pays. Ce qui développe un pays, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir économique. Et le Camerounais ne détient pas le pouvoir. Auparavant, on pensait que oui, les Bamileke, les nordistes, mais c'est des bobards, c'est des conneries, ça n'a pas de sens. C'est des Bayam-Salam qui vont acheter, revenir au Cameroun, revendre. Comme il expliquait tout à l'heure. Donc, les vrais économistes qui détiennent, l'économie qui détient notre avenir entre leurs mains, ce sont les étrangers. Alors, fonctionnant donc sur cette lancée, en écoutant les différentes révélations que ce compatriote camerounais révèle avec cette autologie, on comprend finalement qu'il est très difficile d'envisager un véritable développement pour notre nation. Et cela rejoint un peu le cri de guerre du président du conseil d'administration de ce Cameroun qui crie que le Cameroun a sa dernière chance au travers de cette vision que Dieu a donnée sur la CID Cameroun. Est-ce ça? Monsieur le directeur de la communication. Le PC a dit une chose tout à l'heure qui était assez... En fait, je crois que c'était le mot de tout. Actuellement, le Cameroun appartient aux étrangers. Mais le Cameroun, c'est le pays des Camerounais. Mais ça appartient aux étrangers. Donc, ça fait des Camerounais à qui le pays devrait appartenir normalement, des étrangers chez eux. Donc, les étrangers sont maintenant plus Camerounais que les Camerounais. À cause de quoi? C'est l'économie qui dirige un pays. Les Camerounais ne sont pas forts sur le plan économique. C'est l'économie qui dirige un pays et les étrangers ont assez investi chez nous. Les Camerounais n'ont pas dans leur tête la culture de l'investissement. Je parlais avec un frère aujourd'hui qui est un master en sciences éco. Je lui ai fait écouter nos émissions depuis avant-hier. Il dit, ah, je comprends. Ça veut dire que vous voulez aboutir donc à ce que l'État vous soutienne. Vous voyez? Vous voyez, c'est l'idée que l'État nous soutienne. Nous soutienne. Nous soutienne. Nous, on a besoin de soutien de l'État. Une entité différente. Vous soutienne. Nous soutiennent. Je dis non, mais c'est que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Et je dis, en tout cas, je ne t'en tiens pas rigueur parce qu'en fait, en tant qu'économiste, ce qu'on t'a enseigné à soi, c'est les soutiens. C'est la tontine. Ce sont les épargnes dans les banques. Mais moi, je te parle d'investissement. C'est un mot nouveau pour les économistes camerounais. Le Camerounais actuellement n'appartient pas aux Camerounais. Et pour qu'on puisse arriver à dire aux étrangers, céder un peu, pousser un peu, reculer, nous voulons nous asseoir maintenant dans notre pays, il faudrait que nous commencions à penser à investir. Parce que eux déjà, quand on nous dit que c'est eux qui dirigent l'économie de nos pays. Nous avons parlé hier d'Alucam, qui n'est pas camerounais. Nous avons parlé hier. Les Camerounais savent que c'est pour les Camerounais. Simon Cam n'est pas camerounais. Actuellement, même Camaraï n'est pas camerounais. Quelle est donc la société au Cameroun qui soit camerounaise? Il n'y en a pas. Très rare. Maintenant, voilà Orange il a seulement cité Orange. Il n'a pas cité MTN. Il n'a pas cité MTN. Il n'a pas cité Nextel, qui est vietnamien. À ce moment-là, même là où on pouvait avoir un peu de part, même sur les cure-dents, c'est chinois.
Même là où on pense, on importe les gras, elle a dit tout à l'heure que nous importons même les gras. Oui. Même le gras. Le gras. Nous importons tout, même les savons. Nous importons tout. Même les oignons. Tout. L'ail. C'est quelle histoire donc? Il a dit tout à l'heure, et c'était vraiment, et ça nous de la CID, c'est des démêlés comme ça qui nous poussent, qui nous confortent et qui nous réconfortent dans notre position d'apporter au Cameroun le développement, le décollage économique du Cameroun. Notre slogan, a dit, pour notre décollage économique, le décollage économique du Cameroun, quand il dit ici que c'est l'économie qui dirige un pays, et que sur le plan de l'économie, comme nous ne sommes pas autonomes, ça signifie que nous sommes en danger. Nous sommes entre les mains des étrangers, n'est-ce pas? Il dit, celui qui offre dirige. C'est normal qu'on nous dise en article nègre. Vous offrez quoi? Tout ce que l'Européen sait que le nègre peut offrir, c'est la force musculaire. C'est pour ça que on a amené nos ancêtres couper les cannes dans les champs de canne à sucre au Brésil, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Parce qu'on sait que nous avons tout dans les muscles, rien dans la tête. Il est question maintenant que par l'investissement, l'idée d'investissement met quelque chose dans la tête des Camerounais, n'est-ce pas? Il a dit des choses terribles. Il dit celui qui offre dirige. C'est lui qui commande. Il a pris l'exemple d'un père de famille. Tant que tu es sous son toit, il t'envoie à l'école, c'est lui qui te paye le taxi le matin pour aller te donner l'argent de goûter et qu'on sort. Tu ne peux pas amener une copine à la maison, tu ne peux pas rentrer à la maison quand tu veux. Donc au Cameroun, et ça se voit. Ça se voit au Cameroun, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Au Cameroun, vous avez un problème avec un Chinois, vous traînez en cellule. Vous avez un problème avec un Français, vous traînez en cellule. Il vous insulte, le gouverneur fuit, le préfet fuit. Le grec vous fait ceci, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui proposent, qui apportent. Nous, on apporte quoi? Nous, on est qui? Il n'y a pas d'argent. On a quoi? Donc, c'est lui qui offre dirige. Et tes propres frères le savent. Ils le savent. Ils ont des costumes là, ils passent à la télé. Ça, c'est tel analyste. Ça, c'est tel. Tu sais qui a donné le costume. Voilà. Tu sais que. Donc, lui, il est à l'aise. Il roule dans une grosse voiture parce qu'on lui a donné ça. Il s'en fout. Si vous mourrez, c'est pas son problème. Et c'est pas notre problème au niveau de la CID. C'est pas notre mentalité au niveau de la CID. Comment quelqu'un peut dire? C'est lui qui offre dirige. Il commande. Est-ce que nous ne sommes pas commandés ici? Jusqu'à déplacer les chefs d'État. C'est-à-dire que le jour où on décide que tel n'est plus chef d'État en Afrique, on t'enlève tranquillement, comme si on enlevait un bébé du berceau pour le mettre sur la trottinette. Vous voyez un peu celui qui offre dirige. Et vous voyez qu'il arrive souvent, je ne te coupe pas la parole, il y a un problème que je voudrais souligner. Ouais. Et regarde, Poutine, il convoque, je ne dis pas qu'il invite, il convoque les chefs d'État africains. Le président chinois, il convoque les chefs d'État Africains. Les Français le font aussi. Oui, ils convoquent les chefs d'État africains. Leur préfet. Donc ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont le pouvoir économique. Et leur pouvoir économique réside sur les investissements locaux. C'est pas parce que les étrangers ont investi chez eux. Les étrangers achètent chez eux avant d'investir. On ne peut pas dire que ce sont les étrangers, comme la Chine est devenue, par exemple, l'atelier du monde. Mais la Chine est devenue l'atelier du monde parce que les Chinois eux-mêmes fabriquent localement. Ils ont des usines, ils fabriquent tout. C'est pourquoi ils ont des copies, ils ont des originaux, ils ont tout ce que vous voulez. Et lorsque les étrangers ont vu, ils ont compris qu'il y a eu une main d'œuvre très moins chère là-bas. Chacun a commencé à les mettre peut-être une partie de ses activités en Chine. C'est comme ça qu'ils ont attiré tout le monde. Mais eux-mêmes sont d'abord de grands investisseurs dans leur propre nation. Ce qui est contraire à notre nation, à notre mentalité, à notre façon de faire. C'est pourquoi le Cameroun est condamné à la pauvreté, à la misère. Donc c'est lui qui arrive. Tu peux lancer quel combat contre Orange chez toi au Cameroun? Quel combat contre MTN chez toi au Cameroun? Que tu peux lancer quel combat contre Simencam chez toi au Cameroun? C'est un combat perdu d'avance. C'est un combat perdu d'avance. Mais le seul combat que tu peux lancer, c'est d'investir. Et quand vous allez réussir à investir, c'est fini. Vous allez commencer à les écarter. Vous allez commencer à les écarter doucement. Mais si vous n'investissez pas, et c'est les colons, pas eux, parce qu'ils ont trouvé déjà le terrain préparé par le système comme ça. Donc le système avait été établi par les colons qui ont effacé le mot investissement dans le subconscient des Camerounais. Ils ont laissé les épargnes. À partir de l'école, ils nous ont enseigné l'épargne et le salaire. Alors que l'épargne et le salaire n'enrichit personne. Vous êtes toujours leurs esclaves.
Parce que pour épargner, il faut avoir un salaire. Alors, on vous envoie à l'école pour avoir quoi? Un salaire, un diplôme, chercher le travail, et puis un matricule pour l'administration, un salaire dans le privé, et puis une cotisation à la CNPS. Et ça s'arrête là. Et retraité, tu as des miettes. Des miettes, soi-disant, où tu vas t'asseoir, nos vieillards, nos grands-parents, passent le temps à s'asseoir sur les bancs devant la CNPS pour se faire humilier. Humilier tous les jours. On entend ça. Tous les jours, on entend. Et on voit ça, ça ne dit rien à personne. Parce que tout le monde doit passer par là. C'est ça le problème. Donc, je te laisse continuer. Oui, justement, votre charge, monsieur le directeur de la communication. Alors, comment donc réussir à faire basculer un peu cette donne, à inscrire les Camerounais à développer une mentalité d'investissement? Si on est d'accord, et le docteur l'a dit, c'est une stratégie qui a été établie depuis la colonisation au travers de ce qu'on nous a appris à l'école. Et Dieu sait combien les Camerounais ont poussé l'école très loin. Ils sont connus d'ailleurs même en Afrique comme étant des grands intellectuels. Mais nous sommes sortis de là, n'ayant pas cette culture de l'investissement, cette culture de mettre l'argent à notre service. Alors, comment réussir à changer cette donne, cette inscription mentale? Quels sont les différents mécanismes sur lesquels la CID veut s'appuyer pour pouvoir permettre cette nouvelle façon de concevoir les choses au niveau du Cameroun? La CID, je crois qu'elle est brute, en fait, parce qu'il faut un moment soigner le mal, par le malheur est très grave. La CID, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous présente déjà que si le salaire, tel que planifié par les Occidentaux, le salaire vient des 85% des recettes fiscales des multinationales. Ça dit que même l'argent des fonctionnaires, je ne sais pas si le Camerounais qui nous écoute quelque part entend ce que je dis là. Oui, bien sûr. Même l'argent du fonctionnaire dépend de ce que les Occidentaux ont injecté chez nous. Bien sûr. Et que tout le Cameroun est en danger. Et qui peut vous faire un chantage? Y compris l'Afrique francophone. L'Afrique francophone. Puisque ce sont les mêmes mécanismes. Oui, c'est les mêmes mécanismes. Ça dit, c'est Vous arrivez au Bénin, c'est la même La même chose. chose. Togo, c'est la même chose. Oui. Hein? Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Oui. Sauf le Ghana et le Nigeria. Ils ont une culture anglo-saxonne. Oui. Donc, vous voyez, donc la CID est là pour commencer à taper là où le problème est caché. Le salaire ne peut pas t'enrichir. Le salaire même qu'on te donne ne dépend même pas du Cameroun. C'est-à-dire ce salaire, c'est une résultante des 85% des recettes fiscales que produisent les multinationales chez nous. Et après, maintenant, on te met dans un système de, si tu veux réaliser quelque chose, tu vas prendre un prêt à la banque. Ou bien si le Cameroun veut réaliser quelque chose, Oui. c'est un État comme la Chine qui vous prête de l'argent avec des intérêts colossaux. Et puis, vous aurez des difficultés à régler ces dettes, à rembourser ces dettes. Et parfois, vous ne parvenez pas à réaliser même le projet. Ouais. Comme l'histoire de l'autoroute. Actuellement. Donc, à ce moment-là, la CID commence à rappeler aux Camerounais que le salaire ne peut pas vous enrichir. Vous avez besoin de commencer à sortir des idées de salaire. Parce que le salaire à long terme peut vous lâcher. Je prends un cas simple, Salomon. Tu connais après combien de temps un ancien fonctionnaire retraité au Cameroun peut toucher sa pension retraite? Les mécanismes ont peut-être été réduits à 2 ou 3 mois, je crois. Vous mourrez entre temps. Pour quelqu'un qui a été habitué à prendre des dettes pour vivre, il y a des Camerounais qui vivent découvert sur découvert. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Votre question va dans ce sens-là. Découvert sur découvert, c'est inutile. Vous devez mieux commencer maintenant à prendre des parts, investir. De telle sorte que des mois après demain, même si ton découvert, parce qu'il y en a qui sont déjà ici enfermés, emballés par les découverts. C'est-à-dire, le gars est enfermé dans les découverts. La banque le connaît déjà comme quelqu'un qui bouffe son argent toujours à l'avance. Donc, il faudrait qu'il commence à enlever, investir. Sans oublier les tontines au quartier. Des tontines au quartier. Avec des pourcentages. Voilà. Il a plus des dettes dans les tontines avec des pourcentages. Donc, il ne vit plus. Il faudrait que les Camerounais commencent à sortir des salaires parce que le salaire, ce n'est pas une protection. Ce n'est pas une protection. Maintenant, le système d'épargne.
Tu vas garder combien? Il ne faut pas marcher comme ça, il ne faut pas vivre comme ça, il faut toujours avoir quelque chose quelque part. Un quelque chose quelque part, ça produit quoi? Ça t'aide à quoi à long terme? Ça aide tes enfants à quoi à long terme? Ça aide le Cameroun à quoi à long terme? Vous allez toujours rester dans le système de salaire. C'est le Cameroun qui reste dans le système de salaire. Si les Camerounais n'investissent pas, le Cameroun reste dans un système de salaire et de génération en génération, les Blancs vont toujours nous cultiver ici. Les Occidentaux vont toujours nous manger. Parce que quand on regarde au Cameroun, vous allez faire comment si vous n'investissez pas pour chasser Simancam, pour chasser Alucam, vous ferez comment pour chasser Orange? Vous ferez comment pour chasser MTN? Et vous ne pouvez pas les chasser. Vous ne pouvez pas, puisque vous n'avez rien, vous ne proposez rien. Vous trouvez que leur service vous rend également service. Oui. Parce que si Orange s'en va, Nextel, c'est Nextel. Nextel, ils sont les Vietnamiens. Ils sont les Vietnamiens. Et MTN s'en va. Voilà, vous allez faire comment pour aller vous pour appeler devenez quoi? Vous devenez quoi? Donc, il n'y aura plus de compagnies de téléphonie mobile. Tout à fait. Donc vos téléphones portables seront rangés dans les valises. Voilà. Parce qu'eux, ils peuvent même prendre la décision insécable que nous fermons. Non pas. Non pas. Et puis le Cameroun fait quoi? Si Simancam part, on fait comment? Les compagnies étrangères, la Simancam et les autres, Dangote part, nous ils devenons quoi? ramassent leurs intérêts, ils s'en vont. Vous allez devenir On quoi? va commencer à construire avec l'argile. À construire avec l'argile. Parce que vous dépendez d'eux. Et vous ne pouvez pas parler fort chez vous. Nous prenons l'exemple de l'électricité aussi. De l'électricité, voilà un blanc qui vient, il vous insulte. Il est un directeur technique d'une compagnie d'électricité française et envoyé au Cameroun. Pourquoi? Parce que les Français ont plus de parts dans la société qui construit le barrage. Donc ils ont plus de parts que les Camerounais. Cette banque camerounaise est plus... En plus aussi, il y a l'État camerounais là-dedans, mais ceux qui ont beaucoup plus investi sont les Français. Alors, ils prennent le dessus. Il devient commandant. Il devient commandant jusqu'à vous insulter. Ce qui se passe à Natigal. Jusqu'à vous insulter, c'est le Cameroun, c'est un pauvre pays. Mais il a raison. Oui. Pourquoi? Il a raison parce Il parle pas mal. Comment se fait-il que cette banque doive investir sur un projet et l'État du pays, ce n'est pas... On précise que c'est l'électricité de France qui a investi. Ce n'est même pas l'État français. Mais son investissement dépasse l'investissement de l'État camerounais, l'investissement aussi des banques. Mais qui ont fait ces calculs au niveau de l'État? Essayez de voir. Qui ont fait ces calculs au niveau des banques. Parce que ce n'est pas des gens qui maîtrisent ce qu'on appelle comment je peux me considérer ça? Mais vous voyez, ils sont venus, ils vous ont trompé, et puis vous aviez accepté, je dis bêtement, vous aviez accepté. Alors, s'ils prennent la décision, on arrête, il n'y a plus d'investissement sur le barrage, on rentre chez nous. Vous faites quoi? Vous restez avec un barrage, avec un truc qui ne fonctionne pas, une statue qui ne fonctionne pas. Vous allez faire quoi? Vous n'avez même pas d'argent. Selon vous, vous n'avez pas d'argent. Donc vous voyez, cette mentalité nous détruit le Cameroun. On ne peut jamais se développer en laissant... Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer en laissant son économie entre les mains des étrangers. Et si je vous coupe pas, tout à l'heure, le monsieur a dit que aucun pays ne peut quitter son pays pour aller développer un autre pays. Un autre pays, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Oui. Aucun peuple n'est jamais allé dans un autre pays pour développer. Donc les Chinois ne sont pas ici pour nous développer. Non. Les Français, pareil. Ouais. Les Sud-Africains, pareil. Les Russes, pareil. Tout le monde. Ils sont ici pour investir, tirer leurs bénéfices et partir. Ils ne regardent pas si vous avez les routes ou pas, ils s'en fichent. Si vous n'avez pas, c'est leur affaire. Vous avez... Non, c'est même pas leur problème. J'ai expliqué un jour, c'était hier, lors de l'émission d'hier, je parlais justement du problème de l'électricité. Pourquoi les Français ont construit le premier barrage? Parce qu'ils avaient un projet. Quel projet ils avaient? Construire à l'UQAM. Alors, à l'UQAM ne pouvant pas fonctionner sans énergie, ils ont aussi construit le barrage. On voit ça au XXIe siècle, en 2021, avec les Turcs. Les Turcs ont le projet de construire une cimenterie. Ils construisent également, c'est-à-dire ils produisent également comment on appelle l'électricité dans un bateau. Prêt à partir. Prêt à partir. Prêt à consommer. Pour leur cimenterie. Ce n'est pas les mêmes pensées des colons. Tout à fait. Et nous sommes
toujours colonisé par les pensées des étrangers. Donc, les gars ne viennent pas pour produire l'électricité pour vous. Ils produisent l'électricité pour leurs activités, pour leurs industries. Et puis, vous avez une chaîne de télévision nationale qui ne fait que faire la promotion, rouler le tapis rouge, vers ces gens-là, soi-disant investisseurs, entre guillemets. Ils investissent pour vous, non. Ils investissent pour leur nation et pour leur poche. Parce que les bénéfices, et c'est pourquoi les hommes politiques français veillent sur leurs hommes d'affaires qui investissent en Afrique, vrai ou faux. Tout à fait. Les hommes politiques, comme les Turcs également, comme les Chinois également, qui fait les arrangements entre le Cameroun et la Chine. C'est l'État chinois. Bien sûr. C'est l'État chinois. Pourquoi nos États, nos autorités ne peuvent pas aussi veiller sur les sociétés comme la CID pour pouvoir faire la promotion des activités, des projets de cette société, afin que le Cameroun puisse avoir de vrais investisseurs. Les gens qui investissent sur les projets nationaux. Parce qu'il y a une différence entre un projet national et un projet privé. Voyons. Siemens, c'est un projet privé. Ce sont les investisseurs privés qui arrivent et qui financent l'activité politique des Français, des hommes politiques français. C'est privé. À l'UQAM, c'est privé. Mais les Français veillent, les autorités françaises veillent sur ces activités. Parce qu'il y a un retour. Vrai ou faux? Tout à fait. Bon, chez nous, c'est tout à fait le contraire. On vous regarde comme si vous ne faisiez absolument rien. La CID amène ce qu'on appelle un projet national. Les investisseurs qui sont venus, parlant de l'électricité, ils n'ont jamais investi pour le peuple camerounais. Ils ont investi pour leur propre chose. Ça s'arrête là. Mais la CID parle de 11 000 mégawatts pour toute la nation, 40 millions de foyers. Mais l'État doit sauter dessus en disant, venez, nous devons faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai dit, l'État doit le faire. C'est une obligation morale. Personne n'a jamais proposé pareille chose au milieu de nous, au Cameroun. Personne. Quand un maire prend le pouvoir, par exemple chez nous au Cameroun, est-ce qu'il va s'occuper d'une autre localité? Non. Il s'occupe de sa localité qu'il a élue. Vrai ou faux? Tout à fait. Il dit, mais j'ai des électeurs. Donc, on a reçu le maire de Monatel, il nous parlait de ses projets. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il a des électeurs qui l'ont porté au pouvoir. Ils attendent des résultats. Ils attendent des résultats, sinon les prochaines élections, tu vas sauter. Donc, il a un droit, il a comment on appelle, un devoir. Il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. Mais qu'est-ce que tu as fait depuis 5 ans? Montre-nous. Dans la localité, je prends l'exemple de Monatel, et tous les maires de la ville de Yaoundé, parce qu'ils sont au nombre de 7, je ne sais pas si je me trompe, au nombre de 7, et chacun doit développer sa localité, son arrondissement. Ça, c'est le maire. Mais ça, ce projet de développement dans les mairies ne peuvent jamais développer la nation camerounaise. Parce qu'aucun maire ne peut produire l'électricité à hauteur de 11 000 mégawatts. Vrai ou faux? Il n'a pas d'argent. Parce qu'il faut au moins 6 000 milliards pour construire ce barrage-là. 6 000 milliards. Il va trouver l'argent où? Les 6 000 milliards, même l'État camerounais ne peut pas trouver facilement pour investir. Alors, c'est bloqué. L'État camerounais ne peut pas trouver cet argent. Mais tous les Camerounais peuvent le faire, en investissant, tout simplement. Comme ce qui s'est passé en Éthiopie. Ils peuvent trouver cet argent. Mais pas l'État. L'État n'a pas d'argent. La mairie n'a pas d'argent. C'est pourquoi tous les projets sont bloqués. Sont bloqués parce que tous les Camerounais regardent qui? L'État. Ce que les Éthiopiens n'ont pas fait. Les Éthiopiens n'ont pas regardé l'État. L'État trouve l'argent où c'est dans vos poches. Les impôts sortent de quel trou? C'est dans les poches des Camerounais, oui ou non? C'est ça. Alors, lorsque le prophète, lui, va prendre l'argent où? On dit c'est la décentralisation.
Les maires doivent développer. Ils vont développer en allant chercher quoi? Ils vont amener un truc qui va mettre là 3 mégawatts quelque part. Ils vont amener l'autre qui va mettre là 2 mégawatts. C'est ça qui va amener l'énergie dans notre pays, c'est de la rigolade. 3 mégawatts. 3 mégawatts ici, 2 là, ainsi de suite. Ça produit quoi? Rien. Il y aura des zones qui resteront sans énergie. Et tout le Cameroun, il n'y aura pas vraiment une énergie convenable qui peut faire fonctionner les industries lourdes, qui peut faire fonctionner le système médical, qui peut faire fonctionner le système des eaux, la distribution des eaux. Donc, construire quoi? Une grande usine de désalinisation d'eau, c'est-à-dire qui coûte des milliards de dollars. On installe ça à Crébi ou n'importe quel, ou à Limbe, au bord de la mer. Le dessalement, on enlève le sel, ça pompe cette eau potable jusqu'à Maroua. Mais il faut beaucoup d'argent pour réaliser ça. Il faut beaucoup d'argent. Mais une mairie ne peut pas faire ça. Une mairie ne peut pas faire ça. Quand vous voyez comment les Émirats fonctionnent, les Émirats, ils se sont assis, écoutez, ce qu'ils ont fait, c'est un pays qui a au moins cette, comment on appelle ça, cette région, cet État à l'intérieur d'un pays. Et quand on dit cet État, avec un seul gouvernement, comme les États-Unis du Cameroun, des États-Unis d'Amérique. Bon, avec un seul gouvernement. Et ils ont choisi de développer la ville de Dubaï, vu sa position géographique. La ville de Dubaï. La ville de Dubaï est un appât. Tout simplement un appât pour attirer les investissements, les investisseurs étrangers, pour attirer les touristes. Les touristes, ce n'est pas d'abord les investisseurs. Parce que dans leur tête, il ne faut pas que l'investisseur vienne brimer étrangers, descend à Dubaï pour brimer les investisseurs privés, nationaux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emmené les autochtones à investir, d'abord, à investir sur tous les projets nationaux. Ils ont enseigné ça, même aux petits-enfants. Et ça n'a pas pris du temps. Lorsque tout le monde a compris, je te dis qu'aujourd'hui à Dubaï, il n'y a pas de pauvres. Même simple agriculteur. On dit simple, c'est chez nous, on dit simple, mais chez nous, ce n'est pas simple. Ils ont mis des structures de développement, des investissements, c'est-à-dire, quand tu arrives là-bas, tout le monde a l'argent. Tout le monde a une satisfaction financière impeccable. La police, le policier qui est en route là, c'est un investisseur. Le gendarme qui est en route là, c'est un investisseur. Le militaire qui est en route là, c'est un investisseur. Le douanier, c'est un investisseur. C'est pourquoi il n'y a pas de corruption là-bas. Tu amènes la corruption, te tue. Chez nous, on considère que c'est l'argent de l'État. Donc, on doit bouffer, on doit détruire, on doit voler, on doit faire tout. Chez eux, ils considèrent que c'est leur argent. Ce sont les investissements des locaux. Donc, quelqu'un sert le gouvernement. Ils ont ce qu'on appelle la fibre patriotique. Je sers ma famille. Comment un père peut voler sa famille? Comment une mère peut voler sa famille? Comment un enfant? Il faut que cet enfant-là soit un petit démon. Donc, ils ont déjà ça dans leur culture. Tu vois une jeune fille assise au bureau, même les compagnies, on a abordé tout à l'heure le problème des compagnies, comment on appelle, les compagnies téléphoniques. Tu as entendu qu'il y a MTN là-bas? Non. Orange, une compagnie étrangère. Les compagnies là-bas, ça appartient à qui? Aux Émirats. Et non aux étrangers. Les compagnies de téléphonie mobile, Internet. C'est pourquoi ils gèrent leur Internet. Et quand tu arrives avec ton téléphone, déjà automatiquement, les sites comme le Google qui diffusent les films pornographiques, ce côté-là est bloqué. Ça ne passe pas. Frappe le nom d'un film que tu veux regarder un film pornographique, ça ne passe pas. Dès que tu sors de l'avion, tout ce qu'on vous montre en France, tout ce qu'on vous montre ici au Cameroun, sur Google, tout ça, les insultes, les critiques, ça ne passe plus. Même avec Facebook, WhatsApp, tu ne peux pas appeler qui. Tu n'appelles personne, même sur Messenger, tu n'appelles pas. Parce qu'ils veulent que leur compagnie fasse, que tu sois étranger, que tu achètes des unités pour appeler et non d'appeler gratuit. Ils ont tout bloqué. Mais chez nous, dans un pays pauvre,
Il y a WhatsApp qui fonctionne, tu appelles, quelqu'un t'appelle des États-Unis sur WhatsApp. Mais de qui ont fait ça? Ce sont des investisseurs étrangers. Vous voyez, non? Ce sont des investisseurs étrangers, nos colons. Ils ont obligé les États à ne rien contrôler. Or, là-bas, à Dubaï, on contrôle tout. Tu ne peux pas appeler avec WhatsApp. Tu appelles avec les unités que tu as achetées. Moi, je vais à Dubaï tout le temps. Essaye seulement, quelqu'un qui vit à Dubaï, tu dis, je vais t'appeler avec WhatsApp, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tu peux envoyer des messages, ça passe. Des photos, ça passe. Mais appeler d'une manière audible, ça ne passera pas. C'est bloqué. Toute la pollution que nous avons sur Internet ici, ça n'arrive pas là-bas. Ils filtrent tout eux-mêmes. Aujourd'hui, ils commencent aussi à investir pour l'espace satellite et autres. Donc, ils veulent contrôler tout. Vous comprenez? Donc, comment un pays comme le nôtre? Déjà, la communication, c'est le 4e pouvoir. Votre communication est entre les mains des étrangers. Est-ce que Orange, il y a un service d'espionnage qui passe par les compagnies? Vous avez quel secret à garder chez vous, puisque c'est Orange? Vous avez également quel secret, puisque c'est MTN, puisque c'est la 3e compagnie, c'est qui? Nextel. Ça vient Les d'où? Vietnamiens. Les Vietnamiens, l'Asie. Vous avez quel secret? Rien. Tout le ventre est dehors. Vous n'avez pas de secret dans votre famille. Votre famille, c'est votre pays. Ce sont des étrangers qui gèrent votre ventre. Qui gèrent votre ventre. Incroyable. Ils peuvent vous dire que, oui, on a mis un système pour que le service de renseignement camerounais puisse gérer les systèmes. C'est des bobards. Est-ce que vous savez qu'il y a des satellites espions que eux ils gèrent? Les Russes ont eu les Américains. Quand ils lançaient leurs satellites, les Américains n'ont jamais su que le satellite en question portait un autre satellite qui n'était pas visible aux yeux des Américains. Et quand le satellite qui était visible a été lancé, arrivé dans l'espace, il libère le satellite espion tout doucement. Et le satellite espion commence à s'approcher dangereusement du satellite américain qui était aussi espion. Quand les Américains découvrent ça trop tard, eux-mêmes ils ont confessé en disant que nous ne sommes plus les patrons de l'espace. Vous voyez comment il y a une guerre au niveau de la communication. Il y a une guerre. Mais aujourd'hui, vous laissez cette communication entre les mains des étrangers. Vous pouvez me dire aujourd'hui que vous êtes libre, que vous êtes un pays libre. Non. Vous pouvez me dire aujourd'hui que vous déterminez quoi. Vous êtes des étrangers chez vous. Ils peuvent tout manipuler. Ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Quand ils veulent. Vous ne contrôlez rien quand ils veulent. Vous ne contrôlez rien. Est-ce que nos hommes politiques prennent même conscience sur les décisions qui sont en train de... la dangerosité des décisions qu'ils sont en train de prendre? Ils ne prennent pas conscience. Que c'est leur propre vie, leur garde-manger là, qui est en danger. Ils peuvent écraser le Cameroun quand ils veulent. Économiquement parlant. Parce que vous ne contrôlez rien. Les Camerounais sont en danger. Vous vous fiez seulement aux petites informations qui vous donnent. Oui, quelqu'un qui appelle avec un numéro masqué, il faut que la personne soit enregistrée. Ça dit quoi à qui? Ça dit quoi à qui? Quand on parle du vrai espionnage, et vous vous arrêtez sur les numéros masqués, machin, ça c'est des trucs je ne sais pas. Si les États-Unis parviennent à espionner Angela Merkel, comment elle s'appelle la chancelière? Effectivement, c'est ça. Les Sarkozy, les anciens présidents, et même celui qui est au pouvoir. Ils parviennent à espionner, alors qu'eux, ils ont leur compagnie. La France a SFR, la France a Orange. Est-ce que c'est des compagnies étrangères? Non. Ce sont des compagnies françaises. L'Allemagne aussi pareil, la Suisse aussi pareil. On dit ici, oh oui, comment on appelle ça? Camtel. Camtel gère quoi? Camtel ne gère rien. Camtel gère quoi? Camtel fabrique quoi? Quel équipement Camtel a fabriqué pour mettre ça en marche? On essaie de nous montrer. Ce sont des vérités qui doivent amener vraiment nos décideurs économiques et politiques à réfléchir. Il y a un danger quelque part. Il y a un danger quelque part. Même si Camtel livre, on dit, livre la fibre optique à l'autre, et ainsi de suite. Mais ça, c'est des conneries. Ça, c'est vraiment des conneries, ça n'a pas de sens. Essayons de réfléchir, que ces gens-là sont dangereux. Ils sont vraiment dangereux.
Dès qu'ils commencent à gérer l'espace, ils commencent à gérer votre système d'information, de communication, c'est fini. Ils vont gérer ça correctement. D'abord, vous n'avez pas de satellite. Pourquoi ils ont tué ce Kadhafi? Parce que Kadhafi avait un programme satellitaire. Mais d'autres viennent et vous disent que nous allons vous donner un satellite cadeau. Qui peut donner cadeau à qui? C'est même quel genre de satellite? C'est quel genre de satellite? Quelle boîte noire qui est dedans, qui enregistre des informations que vous ne savez pas? Il vous surveille. Et il vous parle mais quelle gentillesse, quelle gentillesse que nous allons vous construire, satellite, machin, truc. On se met dans les chaînes de télévision pour nous raconter des bobards qui n'ont pas de sens. Je rappelle que vous écoutez votre programme Cameroun en marche, une émission de sensibilisation et d'éducation proposée par la Société des investissements et du développement des villes futuristes du Cameroun. Le pari est de réveiller les consciences africaines en général et camerounaises en particulier, popularisées par la pratique, par des pratiques, des réflexes, des comportements qui ont fini par inscrire les Africains à supporter l'inexplicable, même les Camerounais, même également l'intolérable. Et ce soir, nous nous amenons au cœur de certaines vérités fracassantes qui donnent lieu de constater avec regret que notre économie est à majorité entre les mains des puissances internationales. Alors, sur cette vidéo, nous avons également cette vérité qui a le don de choquer plusieurs. Jusqu'ici, on avait souvent présenté, on va parler de façon triviale, tel que le monsieur a parlé, les Bamileke, les nordistes, d'être ceux qui contrôlaient l'économie. Mais pour ce jeune Camerounais, il dit non. L'économie camerounaise n'est pas contrôlée par les Bamileke, encore moins par les nordistes. Et il cite le fait que quand vous entrez dans un hôtel qui est peut-être détenu par Bamileke, vous trouvez malheureusement des fauteuils qui sortent de la Turquie, des draps qui viennent des moquettes, oui, des moquettes qui viennent de Chine. Est-ce que les Camerounais savent comment est-ce qu'il faut créer de la richesse? La question que je vous la pose, à la fois que ce soit le directeur de la communication de la CI ou bien le PCA. Mais d'abord, vous, monsieur le directeur de la communication. Parce qu'il dit il faudrait que les Camerounais apprennent à créer les richesses. Et qu'ils cessent d'être Bayam Sénat. Un terme qui fait beaucoup sourire le président de l'administration Cameroun. Il a dit une chose, tout le commerce des Camerounais ne représente même pas 5% du PIB du Cameroun. Oui. Donc, c'est-à-dire tous les nordistes mélangés, tous les Bamileke mélangés, tous les Ewondo ajoutés dessus, et tout ce qu'on peut avec tous leurs bars, leurs auberges, et tout ce que vous pouvez imaginer, même pas 5%. Et c'est un économiste. Les auberges pour la pornographie. Même pas 5%. Alors, les investissements des Camerounais, bars, auberges, chambre de passe, tout ça. En fait, le truc c'est quoi? C'est que, Salomon, les Camerounais sont juste ici attachés à l'égoïsme. Chacun fait tout pour lui-même. Pourtant, tout pays qui se veut un peu orgueilleux et qui pense se développer commence à regarder qu'est-ce que je peux faire pour que mon voisin soit dans mon affaire. Je suis à l'aise, il est à l'aise. Le voisin pense qu'est-ce que je peux faire pour que mon voisin soit à l'aise et je suis à l'aise. C'est comme ça qu'ensemble, on peut devenir vraiment explosif sur le plan économique. Actuellement, nous faisons des activités égoïstes. Mon hôtel, j'ai mon hôtel, et puis les gens mes magasins, mes bus, mes motos, mes taxis. Il y a encore la culture du mais, et ça, du mais moi, tout le monde. C'est africain et c'est pauvre. C'est pauvre parce que le PCA disait tout à l'heure, quand Orange est au Cameroun, si Orange a de l'argent au Cameroun, on nous parle de 655 milliards de francs CFA. Ça c'était en 2000. Ça c'était en blague. Ça c'est quand ils commençaient, ils étaient déjà à ce niveau. En milliards, pas en millions. Mais combien de Camerounais se font des milliards en une année? Dans leurs histoires d'auberge là, dans leurs histoires de saloba, dans leurs histoires de combien se font même 1 milliard, nordiste, Bamileke, Wondo, tout ce qu'on a là. Mais quand on dit même pas 5% du PIB du Cameroun, tu peux comprendre laquelle nous avons la tête dans la boue. La tête dans la boue. Donc,
Vous voyez que les grandes compagnies même se mettent ensemble. Au niveau international, il y a Air France qui se met avec elle pour avoir beaucoup plus d'impact dans le marché mondial de l'aviation. Mais quand tu arrives au Cameroun, chacun fait sa part sur un projet national qui apporte le développement national. Si tous les Camerounais se mettent ensemble pour investir dans ce projet-là, vous aurez déjà l'électricité. On ne va plus vous blaguer avec un truc de 420, on vient vous insulter pour des bêtises qui n'ont pas de sens. Vous allez regarder cette me dit, tu es fou, nous avons 11 000 MW, toi tu nous proposes quoi? Nous avons 11 000, vous parlez avec orgueil. 11 000, qui viendra, un Français viendra encore vous proposer 420 MW. Mais, comme je le dis tout le temps, qu'ils sont en train d'abîmer les chutes. Oui, ils font des... Il va falloir qu'à un moment donné, le président de la République soit courageux de casser même, de briser même certains ouvrages qu'on appelle soi-disant des barrages ou bien des réserves d'eau, des retenues d'eau. C'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. Gaspillage. C'est-à-dire, ceux qui donnent ce genre de conseils au chef de l'État, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Nous vivons déjà dans un monde où les nouvelles technologies, la science évolue. Tout évolue. Vous ne pouvez rien faire sans énergie. Comment on peut toujours vous proposer des petits mégawatts, des 400, alors que les autres sont déjà vers les milliers. Même le système, la production d'énergie, en passant par l'énergie solaire, de l'électricité, en passant par l'énergie solaire à Dubaï, ils vont déjà vers 2000 mégawatts. 2000. C'est-à-dire, ce petit pays-là dépasse, rien que l'énergie solaire, dépasse déjà ce que le Cameroun consomme, utilise en un an sur l'ensemble des barrages de 35 mégawatts, de 35, de 160, de ceci, cela, qui ne cotisent même pas déjà 2000 mégawatts. Mais seulement le système solaire, le système énergétique solaire, les centrales solaires à Dubaï vont déjà à 2000 mégawatts. 2000 mégawatts. Ça, c'est seulement le soleil. Sans parler des réacteurs nucléaires. Ils n'ont pas de barrage parce qu'ils n'ont pas de fleuve. Nous, on a cet avantage-là. Ils ont des réacteurs, ils ont aussi des productions d'électricité thermique ou autres. Je ne sais pas, avec le gaz et ainsi de suite. Et ils ont déjà traversé une centaine de milliers, 100 000 mégawatts. Dubaï. Mais nous avons toutes les opportunités pour produire. Nous avons le gaz, premièrement. Nous avons les chutes d'eau. Chaque département au Cameroun a un grand fleuve. Tout à fait. A un grand fleuve. Donc nous avons un débit d'eau qui peut nous produire plusieurs centaines de milliers de mégawatts. Vous comprenez? Oui. Mais il y a un problème au niveau du cerveau. Parce que nous laissons les étrangers venir nous proposer. Alors ces étrangers-là savent qu'ils ne veulent pas que nous puissions être développés un jour. Ils savent que si vous avez une indépendance énergétique, c'est fini, vous êtes parti. Vous allez échapper à la pauvreté nationale. Et PCA, je veux ajouter une chose. Beaucoup de nos dirigeants au Cameroun ne savent pas faire la différence entre 1 mégawatt et 1 kilowatt. Oui. Quand on dit kilowatt, ils imaginent le poids. Donc pour eux, c'est en termes de kilos. Donc quand c'est kilos, c'est lourd. Alors, si vous permettez un instant, allons voir un peu les réponses pratiques et concrètes que la société d'investissement et développement des villes futuristes du Cameroun, la CID Cameroun SA, apporte. Pourquoi, Monsieur le Président du Conseil d'administration, faites-vous le pari de commencer par la cimenterie dans 2 ans ou plus tard? Pourquoi faites-vous le pari de commencer par la cimenterie, Monsieur le Président? C'est tout à fait naturel. Vous voulez construire votre maison à vous. Il vous faut quoi? C'est du ciment. Bien sûr. Tout à fait. Vous avez les bras pour creuser la fondation, n'est-ce pas? Alors, il vous faut du ciment. Il faudrait l'acheter, puisque vous ne pouvez pas produire. Le premier devis, il y a du ciment, il y a du fer. C'est pas ça pour faire les fondations. Bien sûr. Alors, si nous voulons aller loin et échapper aussi à la domination économique
et échapper aussi à la mendicité internationale, à l'aide internationale. À l'aide internationale qui nous cloue dans la pauvreté, dans la misère, il faut produire du ciment. Les 7 usines de cimenterie que nous avons n'appartiennent pas au Cameroun. C'est pourquoi le ciment coûte cher. Jusqu'à 7. N'appartiennent pas aux Camerounais. C'est pourquoi donc le ciment coûte cher. Vous comprenez? Parce que ces gens-là, je comprends aussi qu'ils veulent réaliser des bénéfices. Mais, je prends toujours l'exemple de la Chine. La Chine, en Chine, un sac de ciment ne coûte pas 1000 francs CFA. Mais ici, on fabrique le ciment chez nous, localement. Mais ça déborde 4 000, 5 000. 4 905. 4 000, c'est 5 000. Donc 5 fois plus. 5 fois plus cher qu'en Chine. Pourquoi? Parce que nous ne fabriquons pas. Alors que nous avons du calcaire, nous avons du porcelain, nous avons du marbre, nous avons tout ce qu'il faut pour fabriquer le ciment. Sauf la volonté, la connaissance, sauf aussi la volonté pour investir. Nous n'avons pas cette volonté, nous n'avons pas cette connaissance que si nous ne fabriquons pas, beaucoup, je peux dire 99% des Camerounais pensent que Simenka m'appartient aux Camerounais. Parce que ça porte le nom Simenka. Il y a Kama à la fin. Il y a Kama à la fin. Alukam également. Socatral également. Donc tout ce qui se passe ici, sauf peut-être qu'ils savent que la cimenterie de Dangote, ça appartient au Nigeria. Parce qu'il n'a pas donné un nom camerounais. Il n'a pas mis Cam. C'était des flatteries. Les Français sont de gros flatteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'acide, donc, réfléchit par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas un seul investisseur. C'est pas cette cimenterie n'alimente pas les poches des Camerounais. Est-ce que vous comprenez? Les recettes, les dividendes que nous appelons généralement les bénéfices, ça n'enrichit pas les Camerounais. Que ce soit du côté de Dangote, que ce soit du côté de Simenka ou bien des Turcs. Tout ce monde-là. Voici encore les Ivoiriens qui arrivent avec leur banque et qui sont installés, la banque est installée au Cameroun. Ils lancent un projet de fabrication du ciment. Ils utilisent quoi? Les épargnes des Camerounais pour investir dans la cimenterie. Est-ce qu'ils vont partager le bénéfice avec les Camerounais? Non. Mais ils utilisent les épargnes que les Camerounais déposent parce qu'ils sont bêtes, les Camerounais sont bêtes. Ils vont déposer dans leur banque et puis ils prennent ça pour aller investir. Alors, la CID réfléchit. Nous allons investir dans un projet. Construction d'un grand barrage qui va amener le développement chez nous, qui va amener la construction des ponts, qui va amener la construction des rails, des autoroutes, des villes futuristes et tout ce que tu peux imaginer comme construction. Ce n'est pas seulement un problème du barrage. Mais alors, pour construire ce barrage, c'est un grand buveur de béton, que ce soit du gravier, que ce soit du ciment. Alors, allons-nous alors renflouer les caisses de Dangote ou bien de Simenka? Moi, je ne suis pas bête, je ne suis pas soulard. Je ne suis plus dominé par les envoûtements des autres. Non. Donc, j'ai réfléchi. J'ai dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence par la cimenterie. Ça, c'est le commencement. On ne commence pas par la fin. L'erreur des Éthiopiens, comme je le dis tout le temps, ils avaient le projet, mais ils ont commencé par la fin, la construction du barrage. Ils n'ont pas commencé par le commencement. Avoir une cimenterie. Et qui est allé construire une cimenterie là-bas? C'est Dangote. Donc, il a ramassé une grande partie des investissements. Et ça entré dans ses caisses. Il est devenu plus riche que tous les Éthiopiens. Il est devenu plus riche parce que le barrage a coûté 5 000 $. Le barrage a coûté 5 milliards de dollars. Ce qui fait environ 2500 ou bien 3000 milliards de francs CFA. Donc la moitié des milliers de milliards de francs CFA est entrée dans les poches de qui? De Dangote. Et ils ont l'électricité, mais Dangote a l'argent.
Et qui a l'électricité? C'est les Éthiopiens. Ils voulaient l'électricité. Mais on n'a pas enseigné aux Éthiopiens qu'il faut investir aussi dans les projets. Ils n'ont pas investi parce que c'était un appel à contribution. Ils ont contribué pour construire le barrage, mais on n'a pas enseigné aux Éthiopiens d'investir, que cet argent va tourner. La cimenterie, s'ils avaient investi d'abord sur la cimenterie allait être utilisée, même après avoir construit le barrage. Les immeubles qui sont construits en Éthiopie aujourd'hui, c'est Dangote qui reçoit toujours l'argent. Les autoroutes, parce qu'ils sont en train de construire les routes, les autoroutes qui sont construites, c'est toujours Dangote, le ciment de Dangote, après la construction du barrage. Dangote est tout là. Ils continuent à... C'est pourquoi les Français ont lancé un appel. Mais ne laissez pas Dangote seul. Allez en Afrique. Ils vont aussi introduire d'autres, parce qu'ils ont déjà une cimenterie ici, mais ils vont mettre partout aussi, et mettre même, on me dit que, comment on l'appelle, Semenkam, il y a déjà une deuxième cimenterie à Yaoundé dans les environs. Je ne sais pas si c'est vrai. On parle de construction en ligne. Ok, ça c'est... Non, Semenkam a déjà quelque chose quelque part. C'est Dangote qui a un deuxième projet, de construire une deuxième cimenterie dans la ville de Yaoundé, parce que ça marche. Et ça enrichit qui? La France et le Nigeria. Donc, ça doit, la cimenterie de l'acide doit enrichir les Camerounais et le Cameroun. Ça développe le Cameroun. Pourquoi? Parce qu'un sac de ciment sera tellement moins cher, pour commencer. Un sac de ciment, moins cher. Qui le veut le passer, le ciment du Cameroun? L'État camerounais doit faire tout. Parce qu'eux, ils menacent. Et puis, l'État, quand il menace comme ça, l'État se plie toujours. Parce que j'ai appris que Dangote voulait baisser un peu et Sémé Kamal refusait. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, Sémé Kamal, le pouvoir? Qui est derrière Sémé Kamal? C'est la France. C'est la France. Donc, moi, je suis chez moi, indépendance économique. J'ai ma cimenterie qui sera plus puissante que les cimenteries qui ont été conçues avant. Plus moderne encore. La production sera encore très grande. Et nous allons utiliser ce qu'on appelle les matières premières de notre sous-sol. Alors, qui va me défendre d'utiliser les matières premières de mon sous-sol? Il faudrait que le président soit envoûté pour refuser de nous donner des agréments pour l'exploitation. Pour le faire. C'est pourquoi, en l'annonçant, parce qu'il y a une mission qui doit descendre. Qui doit descendre où? Dans la région de l'Ouest. La région de l'Ouest pour ça. Et je me suis dit, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je parle d'abord au patron du pays. J'ai réfléchi comme ça. Je dis, j'annule cette mission. Je parle d'abord au patron du pays. Je l'indique. Parce qu'eux, ils savent. Il va ordonner à son ministre qui gère tout ça de nous montrer. C'est un projet national. On ne doit pas diriger ce projet comme si c'était l'affaire. Il doit être accompagné. On doit être accompagné. On ne leur demande pas l'argent. L'État doit investir parce que l'État ne va plus investir pour le ciment. La cimenterie en question va fabriquer le ciment, faire du pavé, faire des routes à Yaoundé, faire des trottoirs à Yaoundé sans demander l'argent à l'État. C'est le projet de l'État. Comment on va se débrouiller? Donc l'État doit nous faciliter des choses. C'est pourquoi je dois d'abord en parler au patron du pays. Je dis, bon, on a appris qu'il y a ça là, ça. Et puis, directement, ordonne à ton ministre. C'est lui qui me dit, donc, saisis tel ministre, fais un document pour tel ministre, et que le ministre fasse ça. Si le ministre ne le fait pas, je me tourne vers lui, je dis, ton ministre ne fait rien. Parce que quand le Chinois arrive, ça court. Parce que le Chinois va laisser 10%. Avec l'acide, je ne pense pas qu'il y aura 10%. C'est un projet camerounais. C'est pourquoi ça ne plaît pas. Le projet ne va pas du tout plaire à beaucoup de Camerounais. Qui n'auront pas 10%. Qui n'auront pas 10%. Mais ils oublient que c'est un investissement national qui va développer le pays. Les 10% qu'ils reçoivent ne développent pas le pays. Et même les étrangers, soit des investisseurs qui déposent les 10% entre leurs mains, ils ne viennent pas ici pour
pour développer notre pays. Vous voyez, il faut que l'État soit impliqué à 100%. À 100% pour faciliter la paperasse, pour faciliter l'obtention du site, la faisabilité du projet. Tout à fait. Parce que c'est un projet national qui développe le pays. Pas qu'ils ne disent pas demain ou après-demain qu'ils sont venus pour bouffer l'argent. Non. Non. Il faut que l'État, s'il y a un projet qui touche les mines directement, l'État saisit le ministère des Mines, tout à fait. le ministère de l'Énergie, le ministère de tel ministère. Allez avec les dossiers, on dépose. Si on rencontre l'opposition, on dit au chef d'État, voilà, on raconte l'opposition ici, nous voulons travailler. Il y a l'argent, mais nous voulons travailler. On a besoin des autoroutes. Mais pourquoi on nous défend de faire des autoroutes? Pourquoi on nous défend d'utiliser le calcaire? C'est une société camerounaise, un investissement camerounais. Pourquoi on peut nous défendre? Ce sont les Camerounais qui doivent partager les dividendes et les bénéfices. Pourquoi on doit nous défendre? Parce que quelqu'un aurait déjà obtenu quelque chose, machin truc. Et le Cameroun s'enfonce toujours dans les problèmes. Parce que, donc, l'acide, moi j'ai fait le dossier, ce matin, ça va chez le patron. Il est déjà prêt. Or, tout était déjà signé pour le départ de la mission. Tout signé, payé, jusqu'aux frais de mission. C'est maintenant que peut-être si le responsable de la mission écoute, il comprend que, parce qu'il a tout reçu, l'argent pour la mission, les droits de tu étais là. Oui, j'étais là. Tout signé. Et c'est après que j'ai réfléchi, je dis, pourquoi on doit se débrouiller sur un projet du Cameroun? Informe le chef de l'État, puisque tu as les moyens de l'informer. Tu informes sur chaque mission. Et je pense que c'est ce qu'il avait dit un jour quand je parlais de l'adressage. Parce que j'avais parlé de l'adressage au chef de l'État. Et le monsieur a réagi du tic au tac. C'est pourquoi je dis que les gens qui parlent mal de ce monsieur ne le connaissent pas. Quand le président Biya trouve quelque chose de plus qui peut développer ce pays-là, il saute sur l'occasion. Il arrive que c'est l'entourage qui étouffe parce que l'entourage veut quelque chose. C'est pas lui. Il réagit rapidement. Par le canal du cabinet. Le cabinet appelle rapidement. Voici, il y a un tel dossier, il y a ça, il y a ça. J'ai eu ça à plusieurs reprises. Je peux compter. L'adressage, il a répondu du type au tac. Va rencontrer les maires. Voilà la réponse que j'avais reçue. Et le ministère des Postes. Et vous me faites des rapports. Tu me fais des rapports à chaque étape. Mais à l'époque, il y a un problème dans mon cerveau. Parce que je ne peux pas suivre les projets de développement alors que je suis malade. Et je suis parti à l'étranger pour aller me soigner. J'ai les lettres venant du chef de l'État sur l'adressage du Cameroun qui avait proposé ça, c'est toujours moi. Et c'est pourquoi ils ont dit là-bas que ce monsieur ne propose pas souvent des bêtises. C'est pourquoi ils prennent tout ce que je propose en considération. Ils prennent. Parce que c'est lui qui confie à ses services. Vous comprenez? Donc, nous devons faire tout et tout pour aider ce monsieur à développer le pays. Et non de le surcharger avec des insultes, ce que je disais à la prédication tout à l'heure. Pourquoi moi je suis tellement préoccupé du développement de ce pays? Je parle de l'adressage. Et ceux qui sont avec moi suivent l'évolution. Qui avait proposé comment développer le Cameroun par nous-mêmes? C'est moi. Où le chef de l'État a envoyé Philippe Margombois au palais des sports. J'ai payé avec l'argent, mon argent, j'ai payé le palais des sports 4 millions. Ce n'est pas l'État qui avait donné cet argent. Ce n'est pas l'État qui avait donné cet argent. L'organisation, on prend le palais, on prend aussi la petite chambre ou bien la petite salle moderne pour recevoir ministre, parce qu'on savait que le chef de l'État doit se faire représenter. Donc représentant égale chef de l'État. Parce qu'il y avait le protocole d'État. Il y avait, si c'est gouverneur, représentant, préfet, et tout ce monde a été présent. J'ai présenté le concept, comment développer le Cameroun par nous-mêmes. Mais après avoir dépensé, quel Camerounais qui m'avait remboursé ça? Personne qui avait remboursé. Mais ils ont seulement la bouche, quelqu'un qui est tellement préoccupé par l'avenir de notre pays. Je suis tellement préoccupé par l'avenir de notre pays, c'est pourquoi à tout moment, je dois toujours proposer quelque chose au chef de l'État.
Ils trouvent que c'est bien, mais l'entourage cherche toujours à étouffer. À étouffer parce qu'ils ne comprennent pas. Mais cette fois-ci, Dieu est passé par d'une autre manière pour lancer le projet. Donc là, c'est une machine qui est déjà en marche, qui ne peut plus s'arrêter. Qui ne peut plus s'arrêter et personne ne peut étouffer ça. Que ce soit par des faux rapports, que ce soit par des mensonges, que ce soit par... Jamais. Parce que tout est clair. La société est là, avec tous ces papiers. C'est une société anonyme. Donc tout le monde a le droit d'investir. Vous vous organisez en bloc face aux investisseurs étrangers. Ça se passe comme ça dans beaucoup de pays. Face aux investisseurs étrangers. Parce que quand ils arrivent avec des milliards, comme ce qu'ils font ici. Dites-moi quel jour Orange a pris l'engagement de construire une autoroute au Cameroun. Pas encore. Avec tous ces milliards-là. Voilà ce que... pourquoi donc la CIL prend l'engagement de commencer par la cimenterie. D'abord, la cimenterie va développer plusieurs projets. Il y a des autoroutes qui seront construites. Après le barrage, ça va alimenter d'abord le barrage. Et puis une partie d'argent qui finance la construction du barrage entre dans les caisses de la cimenterie. Et les qui vont partager cet argent, ce sont les investisseurs camerounais. Et l'argent va tourner où? À l'intérieur du Cameroun. Ça n'ira plus en France, ça n'ira plus au Nigeria, ça n'ira plus en Turquie, ça n'ira plus en Chine, ça n'ira plus en Côte d'Ivoire. Voilà les responsables ou bien les propriétaires des sociétés de fabriques de ciment qui sont installées chez nous. Leurs bénéfices ne restent pas au Cameroun. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Maintenant, le bénéfice de la CIL va rester au Cameroun. Parce que les Camerounais vivent au Cameroun. Ils reçoivent cet argent dans les poches, dans leurs comptes. Et puis, ils prennent cet argent pour investir pour la construction de leur maison. Et quand ils vont acheter le ciment ne sera plus cher. C'est pas vrai? Le ciment ne sera plus 4 000, 3 000. Non, il faut baisser. C'est ce qui fait peur aux étrangers. C'est ce qui fait peur aux étrangers. C'est pourquoi ils bloquent pour que les Camerounais n'investissent pas, ne découvrent pas le pouvoir de l'investissement. Et quand eux, ils viennent, ils disent qu'ils viennent créer les emplois. Mais donc toi, tu quittes chez toi pour venir créer les emplois. Donc tu es un bon samaritain, tout simplement. Mais il ne parle pas du bénéfice qu'il va réaliser sur le territoire camerounais. Vrai ou faux? Alors, voilà. Donc, la même cimenterie finit de construire le barrage, construire des ponts. On a besoin des ponts, oui ou non? Tout à fait. Moi, je vis dans un village, à côté du Nyon. Quand tu quittes Ngoumou, le goudron arrive à Kone et ça continue à Lama, vers Ngomdiak. Mais tu prends l'embranchement de Fermiban pour arriver à Nkolon 2. Est-ce qu'il y a le goudron? Pas du tout. Il y a quel pont? Il y a des ponts, je peux appeler ça des ponts coloniaux, avec des billes de bois. Un jour, mon véhicule a failli basculer dans l'eau. Parce que les petites planches qui étaient là étaient déjà cassées par les camions qui passent, les camions qui traversent, qui transportent les fèves de cacao. Ils avaient déjà tout cassé. Il ne restait que cette bille de bois, un côté, et l'autre quelques planches. J'arrive, j'ai ma famille dans la voiture. Voilà qu'on monte et la voiture glisse. Si je n'avais pas Dieu et que je priais, la voiture tombait dans l'eau avec toute ma famille. Et nous sommes à 20 km d'Akono. Et après mon village, à 1,5 km, c'est le fleuve Nyon. Il n'y a pas de pont à ce niveau. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de pont. Jusqu'à ce jour. Et si on produit comment on appelle, le ciment, et si on produit le fer, on construit le pont avec quoi? C'est pas le fer et le ciment, tout à fait. C'est tout. Vous avez un pont. C'est tout. Ça ne vous coûte presque rien. Mais essayez de faire un devis maintenant pour construire le pont avec votre ciment et le fer que vous importez. Vous allez voir comment la facture sera salée. Énorme. Et on va arrêter parce que ça coûte cher. Mais combien de villages enclavés qui ne parviennent pas à évacuer les petits produits agricoles traditionnellement cultivés, ils ne parviennent pas à évacuer ces produits pour arriver ne serait-ce que
dans le chef-lieu de leur région, vendre. Et ça pourrit parce que le pont, la route même, Djanga, parce que vous ne produisez pas ni du bitume, ni le ciment. Les deux matières principales qui peuvent être utilisées pour construire une route ou bien un pont pour faciliter la construction. Et que ces constructions-là deviennent moins chères. Puisque vous ne produisez pas. La Chine produit, la Chine construit. La Chine a construit en 8 ans, au niveau des autoroutes, 80 km d'autoroute en 8 ans. 80 000 km d'autoroute en 8 ans. 120 000 km de trains rapides, voies ferrées en 10 ans. La Chine. Est-ce que vous comprenez? Et la Chine a dépassé les lignes de chemin de fer de l'Europe, de tout l'Occident, en moins de 10 ans, alors qu'au départ, en 84, la Chine n'avait rien. Mais dès qu'ils ont démarré, parce qu'ils ont d'abord développé l'industrie, c'est-à-dire fabriquer le ciment, fabriquer le fer, fabriquer du bitume, fabriquer ceci. Quand ils ont réussi à voir ça, non, c'était fini. Les gars, avec la fabrication du fer, ils pouvaient déjà construire les métros, ils pouvaient déjà fabriquer les métros, ils pouvaient déjà, avec l'énergie, ils pouvaient déjà fabriquer les métros, les TGV. Aujourd'hui, la Chine fabrique ses TGV, ils n'achètent pas. Alors, si vous fabriquez vos TGV, c'est moins cher, nettement. Et le ciment, c'est parce que vous fabriquez déjà l'appareil qui va rouler sur les rails et vous fabriquez en même temps les rails Qui vont recevoir l'appareil. Et vous fabriquez, vous créez, vous construisez en même temps la voie parce qu'on ne pose pas les rails sur le sol. Il faut d'abord mettre le ciment. Et puis, comment on appelle les caillasses, les gros morceaux de pierre qu'ils cassent. Et la Chine a ça partout. Et les gars construisent 120 000 km de rails à train à grande vitesse en 10 ans. En 8 ans, 80 000. Ça, c'est les chiffres de 2015. En 80 000 km d'autoroute, la Chine. Le secret, c'est qu'ils fabriquent tout eux-mêmes. Ils n'importent rien. Donc, la Chine la CID doit fabriquer sans importer. Donc nous voulons commencer par le commencement et non par la fin. C'est ça. Alors le pari est donc double. Après avoir bien suivi l'exposé du président du conseil d'administration, M. le directeur de la communication, non seulement transformer le Cameroun, mais rendre les Camerounais également riches. C'est un pari double. Ouais. Le PC a dit quelque chose tout à l'heure. Et nous nous inspirons toujours de notre enregistrement de tout à l'heure. Le monsieur, l'économiste dit que Orange, en 2016, se fait au Cameroun 4 885 milliards, au-delà du budget du Cameroun en 2016. Wow. Donc, des gens peuvent investir et gagner autant. Donc, une société peut investir et gagner autant. Donc, un pays, la France, peut investir au Cameroun et gagner autant. Les Camerounais peuvent faire pareil. Ils peuvent faire pareil. Déjà, quand nous parlons ici d'Orange, Orange nous permet d'appeler, Orange nous permet de faire des messages, Orange nous permet de faire des transferts d'argent. C'est une entreprise, c'est une société, n'est-ce pas, qui a localisé un domaine cible, le domaine de la communication. Maintenant, la cible vient avec des projets. Nous avons parlé tout à l'heure, le PC a parlé tout à l'heure de la cimenterie. Il faut que les Camerounais sachent que c'est un projet porteur. Avoir la cimenterie au Cameroun, c'est porteur, comme il l'expliquait tout à l'heure. Pour les Camerounais. Pour les Camerounais. Qui appartient au Cameroun. Avec les investissements camerounais. Pour que nous puissions arriver à faire des bénéfices qui dépassent notre budget. C'est possible. Hein? Oui, qui dépassent le budget du Cameroun. Et le budget du Cameroun est fondé sur les petits impôts que les multinationales, entre guillemets, 85%. 85%. Alors que
on peut, si toutes ces sociétés-là réalisent des bénéfices énormes, dépassant le budget même du Cameroun. Pour leur pays. Et si le Cameroun a tout créé, toutes ces entreprises par le canal de l'acide. De l'acide, oui. Si déjà Orange seulement peut déjà faire en sorte que le budget du Cameroun soit essoufflé. Imaginez-vous que nous soyons là à une cimenterie qui déborde le budget du Cameroun, à un barrage hydroélectrique qui déborde le budget du Cameroun, à une usine de sidérurgie qui déborde le budget du Cameroun, à une usine de bitume qui déborde le budget du Cameroun. Qu'est-ce qu'on devient? Personne ne vient plus parler ici. Non, ils vont dire quoi? Parce qu'ils viennent étant gonflés, ils savent que vous êtes pauvres, comme le français le dit. Voilà. Ils viennent étant gonflés, c'est des pauvres gens, ils n'ont pas d'argent. Et ils vont accepter tout ce qu'on va proposer. Oui. Mais ils vont nous prendre, ils vont nous parler avec respect. Avec respect. Ils vont nous respecter à partir de cet instant, comme ils respectent les gens de Dubaï. Est-ce qu'ils parlent fort à Dubaï? Ils peuvent pas. Tous les Français, c'est-à-dire, ils vont investir là-bas. À vider. Tous sont en train de faire des affaires à Dubaï. Tous. Ils vont se faire soigner là-bas. Et ils se soumettent, ils vont se faire. C'est un médecin français, mon médecin, qui me recommande à Dubaï, d'aller à Dubaï avec une tumeur dans la tête. Nous sommes en 2019. C'est lui qui me recommande. On devait m'opérer en France. Et c'est lui qui fait la recommandation en disant non, ce qu'on appelle le tourisme médical évolue à Dubaï d'une manière fulgurante. Il est conscient. Il est conscient. Ils ont des appareils sophistiqués. Mais est-ce qu'on peut recommander quelqu'un depuis Paris de venir se soigner au Cameroun? Sauf si c'est pour attendre la mort. C'est une façon de lui dire va attendre la mort. Attendre la mort. Une façon de dire va attendre la mort. C'est tout. C'est tout. Mais c'est lui qui m'envoie un Français, peau blanche et en même temps papier français. Il me dit, Monsieur Somba, comme l'opération du 25 février est tellement dangereux, ou vous mourrez sur le lit d'opération, ou vous restez paralysé. Et je ne voudrais pas. Et je pense qu'à Dubaï, ils peuvent casser la tumeur sans ouvrir le cerveau. Vous comprenez? C'est un médecin français qui m'envoie à Dubaï. Il confesse ça. Il confesse ça. Parce que Dubaï mène une politique qu'on appelle le tourisme médical. Donc, ils ont développé le tourisme médical. Ils ont acheté les appareils. Ils commandent même des appareils dans le monde entier avec un système médical très sophistiqué. Plus que l'Europe. Les États-Unis, les Américains viennent se soigner. Qui ont l'argent viennent se soigner à Dubaï. Les Japonais viennent. Et ils ont ouvert, c'est-à-dire, non, je n'ai jamais vu ça, une telle intelligence. Une telle intelligence. Et ce n'est pas une intelligence, une sagesse des Occidentaux. Jamais. Ils n'ont pas, ils ont écarté ça. Ils n'ont rien copié. Ils n'ont rien copié là-bas chez eux. Rien. Quand ils veulent utiliser un ingénieur, dès que tu arrives, on t'impose ce que tu dois faire. Est-ce que tu peux construire ça? Oui, ça fait combien? On te donne l'argent. Et il te donne le nombre de jours que tu le fais. Si tu ne réussis pas, tu es dans l'avion, tu rentres chez toi. Ils s'en fichent. La rigueur. La rigueur. Là-bas, c'est la rigueur. C'est pas qu'on vient vous raconter des bêtises et vous dormez, vous ne maîtrisez même pas ce qu'il dit. Et puis, vous acceptez ça, cadeau. Et ils se mettent même à vous insulter. Mais non, ça révolte. Quand je vois ce qui se passe dans ces pays-là, Dubaï, où je vais tout le temps, mais j'arrive ici, on me dit qu'un va-nu-pied, qu'on ne connaît nulle part en France, un jardinier vient insulter les Camerounais. Ça veut dire qu'il insulte même le chef de l'État. Quand il dit que le Cameroun, c'est un pauvre pays, ça veut dire que votre chef d'État n'a rien dans la tête. C'est pas ça. Il ne peut pas développer son pays. Mais ce sont des insultes. Quand tu fais des analyses, tu vas te révolter. Que c'est un directeur technique du barrage de Nachtigal, envoyé par les Français, qui insulte les Camerounais. Insulter le président. Insulter le président, ça veut dire quoi? C'est parce que vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre. Donc, ce que le gars disait est une vérité. Que c'est l'investisseur qui parle fort. C'est l'homme qui gère l'économie. Ce n'est pas la politique qui fait l'économie.
c'est la personne qui a l'argent. C'est lui qui dirige votre pays. C'est pourquoi il peut donc insulter les Camerounais. Manipule. Il peut... Qu'a fait le préfet? Le préfet, tout simplement, a fui. Il s'est soumis. Dès qu'il a dit qu'il ne paye pas les Camerounais, bon, le préfet a dit, bon, ce que j'avais signé hier est annulé, on ne vous paye pas. On oublie. On oublie. Nous sommes au Cameroun. Écoute, comment ça peut être possible au 21e siècle dans un pays de droit? On dit c'est un pays de droit. Le droit, c'est pour les Camerounais, pour les envoyer en prison. Il a dit, il n'y a pas de loi pour les nègres. Non, il n'y a pas de loi pour les nègres. Donc, le nègre est toujours condamné. Ça veut dire qu'on te condamne. C'est-à-dire, tu n'as pas de bouche. Dès que tu dis rien, on te prend, on jette en les bagos font donc à la haie. Mais c'est ça. Si sur le droit, c'est pas pour nous, on ne doit pas nous amener dans les cours de justice. Non, c'est pour te brimer. Et s'ils sont là-bas c'est pour te brimer. Quand il dit que la loi te protège, la loi de ton pays te protège, oui ou non? Oui. Mais alors, ici, la loi de ton pays ne te protège pas. Face à l'étranger, ça ne te protège pas. Ça ne te protège pas. Parce que l'étranger a dit, si la France appelle maintenant, Charlie Sombaki parle de notre temps là, il faut le jeter en prison. Trouver un motif et le jeter en prison. Voici 2 milliards. Tu vas voir demain, les motifs, on va commencer à chercher les motifs. Ce qui s'est passé au Sénégal, non? Vous suivez l'actualité. Bien sûr. Avec un opposant sénégalais qui dit que le franc CFA n'est pas bien. Dès qu'il a dit ça, Macron appelle son sous-préfet. Étouffe-moi le type là. Dites qu'il a violé une fille. Dites qu'il a violé une fille. Le gars va dans un centre de massage. On montre une fille. On dit que oui. La fille dit que oui, il m'a violé 4 fois. Première fois, pourquoi tu n'as pas déclaré? Deuxième fois, tu ne déclares pas. C'est 4e fois. Une vieille fille qui couche avec les hommes. Qui manipule le sexe des hommes tous les jours pour masser. Voilà. Mais comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout là serré. Oui, mon chargeur du téléphone, ça va se couper. Alors, je rappelle que vous écoutez votre programme Cameroun Nama. Trouvez-moi le chargeur du téléphone, ça va se couper. Sur la 91.10 FM, le temps pour nous de... Il a mis ça où? Le chargeur du téléphone. Alors, je voulais revenir vers vous, monsieur le directeur de la communication, pour comprendre pourquoi c'est Dubaï qui est véritablement la source d'inspiration. Ce choix, ce choix est-il anodin de vous inspirer de Dubaï pour pouvoir bâtir ces villes futuristes au niveau du Cameroun? Le choix, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin parce que Dubaï est un pays à la base, en fait, c'est une ville à la base qui n'a pas... Si ça se coupe, vous allez nous... Qui n'a pas de... Vous excusez parce qu'on va revenir à vous tout à l'heure, parce qu'on est en train de... C'est une ville qui n'a pas d'atout à la base. D'atout majeur pour faire